Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alsace Foot Mag, le dernier de cette année 2021. À la veille de Noël, quoi de mieux que de venir chez le roi du pain d'épices, ici à Guerdwiller, la maison Fort Wenger. Allez, venez, je vous emmène. Allez, pour ce dernier numéro d'Alsace Foot Mag, on démarre notre promenade ici chez Fort Wenger, à l'entrée du musée du pain d'épices avec des manalas. On en parlera tout à l'heure avec Steve Rich. Est-ce qu'on dit manala ou manelé? Je vous laisse le libre arbitre. On démarre bien évidemment, comme tous les mois, avec l'Actu Foot, avec notamment la formation initiale à l'arbitrage, les numéros d'Alsace Foot TV 5 et 6, les plateaux de Noël Futsal du mois, lorsque nous étions encore en mesure de vous les proposer, la Coupe de France féminine et masculine, ainsi que la Coupe Gambardella et l'émission 100% Racing. Retrouvez l'Actu Foot du mois de décembre. Après une émission proposée courant novembre autour de la thématique de l'arbitrage, l'Alsace Foot TV s'est arrêté en décembre sur les sujets du futsal et du challenge J'ai rêvé le foot. Diffusée le 8 décembre, l'émission dédiée au futsal a notamment été l'occasion pour Cyril Yel, conseiller technique régional, Maxime de Christ, conseiller technique départemental, et Romain Rignier, référent des compétitions au district, de faire un point d'étape sur le développement de la pratique en Alsace, de revenir sur les nouveautés en matière de futsal chez les jeunes et de rappeler les bénéfices de cette pratique dans le parcours des formations des joueuses et des joueurs de foot. À l'approche de Noël, le 23 décembre pour être précis, l'Alsace Foot TV a fait la part belle aux actions citoyennes et éducatives réalisées dans le cadre de l'opération J'ai rêvé le foot. En compagnie de Loïc Lévesque, coordinateur technique du RHW 96, et de Sidamed Chaibi et Patrick Arbogast, respectivement directeur sportif et président de l'International Méno. Pour celles et ceux qui auraient manqué ces programmes, rendez-vous sans plus tarder sur la page d'accueil du site internet du district alsace.fff.fr pour visionner le replay. Pour les autres, rendez-vous dès début janvier pour le 7e numéro de l'Alsace Foot TV. Tout au long de la saison, l'émission 100% Racing invite chaque semaine un club amateur alsacien en plateau, du lundi au vendredi et de 19h à 20h sur les ondes de France Bleu Alsace. Un joli coup de projecteur pour les clubs de foot alsaciens, invités à parler de leurs activités et à décrypter la saison du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Mise sur pause pendant la trêve des confiseurs et après les passages des SR Zellwiller et du groupement du Pays Rhénan et de la Hart début décembre, l'émission reviendra à partir du lundi 3 janvier. Si vous souhaitez inscrire votre club pour participer à cette émission, rendez-vous dès maintenant sur l'article permanent présent sur la page d'accueil du site internet du district d'Alsace de football. Le joli parcours de l'US Sa-Réunion en Coupe de France a pris fin le 18 décembre dernier. Battu 1-0 à domicile par le FC Versailles, équipe de N2, les Sa-Réunionnais s'arrêtent donc au stade des 32e de finale cette saison. Non sans avoir démérité et avec le sentiment d'avoir à nouveau fait vibrer leurs supporters dans cette vieille dame qu'ils affectionnent tant. Seule formation alsacienne encore qualifiée pour les 16e de finale, le Racing Club de Strasbourg a bien négocié son entrée en lice dans l'épreuve, dans le brouillard du stade du Hainaut. Appliqués, les hommes de Julien Stéphan ont dominé d'une courte tête le VAFC et se déplaceront le 2 janvier à Montpellier pour tenter de décrocher une place en 8e. Coupe de France toujours, mais féminine à présent, où là aussi, le Racing est le dernier escapé alsacien, après sa qualification le 12 décembre sur la pelouse du Stade Auxerrois. Un succès 2-0, acquis par les joueuses de Vincent Noguera, qui leur a ouvert les portes des 16e de finale. Tour où elles retrouveront, le 9 janvier, leurs homologues de D2 du Stade brestois. Pour finir les Actu Coupe, sachez que 3 clubs alsaciens sont encore engagés en 32e de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Comme en Coupe de France masculine et féminine, les U19 nationaux du Racing seront présents au stade des 32e de finale, en compagnie des U18 R1 du FR Agno et de ceux du FC Cronenbourg. Pendant que les Agnoviens et les Racingmen se déplaceront respectivement au Paris Atlético et au FC Chalon, les Cronenbourgeois recevront rue de Berstedt la SPTT Dijon. Rendez-vous les 8 et 9 janvier pour savoir qui de ces 3 dernières formations
obtiendront leur ticket pour les 16e de finale. Moment festif venant clôturer la phase automne du football d'animation, les traditionnels plateaux de Noël futsal chez les U7, U7F et U9, U9F étaient programmés de la fin novembre à la mi-décembre. Si une partie d'entre eux ont pu se tenir du 27 novembre au 4 décembre, ceux des 12 et 18 ont été annulés en raison de l'aggravation de la situation sanitaire. Si les conditions le permettent, le futsal des tout-petits reprendra ses droits en janvier. Croisons les doigts. Enfin, sachez qu'après plusieurs sessions organisées en début de saison, la formation initiale à l'arbitrage est de retour en Alsace avec ses traditionnelles sessions de Noël qui se dérouleront du 27 au 29 décembre à Strasbourg et à Ilzac. D'une durée de 24 heures, avec examen final, cette formation est le passage obligatoire pour débuter une carrière dans l'arbitrage. Bonne chance à toutes et tous! Nous, on poursuit notre magazine du mois de décembre et toujours dans le musée du pain d'épices ici chez Fort Wenger à Guervillers, dans ce magnifique décor de Noël. Mais on va quand même parler de foot avec à la une du mag de décembre, focus sur le parcours des formations des entraîneurs. Nous sommes allés à la rencontre de Johan Lefebvre, notre conseiller technique départemental, pour un coup de projecteur sur le CFF1. Dans le cadre de la formation des éducateurs, le district d'Alsace organise des formations CFF1 au sein des clubs pour justement mettre en place de la proximité et offrir la possibilité aux éducateurs du secteur de venir se former pas loin de chez eux et de leur club d'origine. La formation va se dérouler sur l'ensemble de la semaine, du lundi au samedi, en soirée, ce qui permet aux éducateurs de venir sans forcément prendre de congé, et sur donc les 5 soirées et sur la journée du samedi, avec une alternance en salle, sur des moments théoriques de partage d'expérience et d'apport de contenu, et puis sur une partie où on est sur le terrain en situation pédagogique. Les objectifs de la formation sont d'appréhender les caractéristiques du public U9 et U11, donc de voir un petit peu quels sont les différents éléments à prendre en compte chez les jeunes garçons et les jeunes filles de ces catégories-là, et puis d'accompagner les éducateurs pour leur permettre de progresser sur les contenus qu'ils proposent sur le terrain. Donc il y a beaucoup de mises en situation pédagogique sur lesquelles les éducateurs vont devoir être mis en situation, ils vont pouvoir être évalués et accompagnés pour les aider à progresser. On leur donne un certain nombre d'outils et puis on partage aussi des moments d'expérience entre les différents éducateurs. Donc je dirais que pour synthétiser, les objectifs de la formation, c'est de connaître le public, de connaître de grands principes et des méthodes pédagogiques adaptées à la catégorie encadrée, et puis aussi de partager de l'expérience et d'échanger entre les éducateurs d'un même territoire et d'étoffer son réseau. Donc des grands moments de partage et de réflexion collective. Alors il reste encore un certain nombre de CFF1 qui seront déployés tout au long de la saison. Les prochaines échéances seront début d'année 2022 avec un CFF1 programmé à Strasbourg en janvier, et puis un CFF1 programmé à Bar au mois de février et un deuxième CFF1 dans le Haut-Rhin, cette fois-ci à Ilzac, au mois de février également, mais vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site du district. Alors, les formations sont ouvertes à tous les publics, que vous soyez éducateur confirmé ou débutant, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir partager vos expériences de terrain et vous enrichir des différents échanges et des différents moments qu'on partagera ensemble sur les terrains. Je suis Armand Julien, donc je suis issu du club, j'entraîne au club Oberhofen, donc qui est juste à côté d'ici, chez Reims, et je suis entraîneur des U7, donc très récent, c'est la première année que j'entraîne. Mais je suis une licence TAPS, donc j'ai déjà un petit peu des connaissances, mais justement je viens faire cette formation pour déjà pour voir si c'est cohérent, si tout le monde est d'accord sur comment entraîner, etc. Et aussi parce que c'est mon club qui me paye la formation, donc j'en ai profité. Déjà c'est quelque chose qui m'intéresse, ça pourrait, si j'arrive pas dans mon objectif principal de métier, ça pourrait être une porte de secours. Donc être entraîneur, donc avoir toutes les formations, accumuler les formations, pour avoir des connaissances, pour être vraiment efficace à l'entraînement avec les jeunes, quoi.
Allez, en plein cœur du magasin Fort Wenger, ici à Guerdvillers, on a envie de tout manger, de tout goûter, parce que voilà, tout est bon, tout est excellent. Mais des magasins chez Fort Wenger, il n'y en a pas qu'un, il y en a bien évidemment un peu partout en Alsace et ailleurs. C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de Steve Rich, le président de la maison Fort Wenger. Allez, on poursuit notre promenade à quelques jours de Noël dans cette très belle entreprise qui est Fort Wenger, accueillie par Steve Rich, son président directeur général. Bonjour Steve. Bonjour Jean-Luc. Et tout d'abord, merci de nous recevoir ici chez toi à quelques jours de Noël. C'est de l'effervescence, il y a du monde de partout. On va parler de Fort Wenger, une toute jeune entreprise de 1768. C'est ça. C'est ça, une jolie mamie, on va dire, de 1768 qui fabrique du pain d'épices et des bredela depuis plus de 250 ans déjà. Avec des manala partout. Alors, est-ce qu'on dit manala à Guerdvillers ou manala Nous, on est au centre Alsace, alors moi, je ne prends pas parti sur ce débat, on va dire. Tant qu'on l'appelle, c'est bien. Parce que des manala, on en a vu partout tout au long de notre visite. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Fort Wenger? Ce qui fait vraiment notre spécificité, je dirais, c'est déjà des ingrédients de qualité, un savoir-faire avec des gens. Mélanger les deux, en fait, donne le produit. Et après, je dirais, on a vraiment la tradition comme leitmotiv et l'innovation. C'est vraiment les deux mots, on va dire, qui ressortent dans nos équipes. On va dire, on veut vraiment être un produit traditionnel, mais également avec de la nouveauté. Je pense que c'est tout ce plaisir, on va dire, qu'on essaye de donner aux gens tous les jours. Alors, entre tradition et nouveauté, est-ce que tu connais le nombre de pain d'épices, de bredela, le nombre de sortes différentes que vous fabriquez ici? Oui, je connais à peu près, en tout cas. On a plus de 300 sortes qu'on fabrique, de bredela, de pain d'épices également. Et tous les ans, il y a des nouveautés. Tous les ans également, on arrête certains produits finalement. Voilà, et c'est toute la richesse de cette entreprise, on va dire, de savoir innover, de trouver des nouveaux produits comme ça qui plaisent aux consommateurs. Alors moi, il y en a un qui me plaît beaucoup et je vous conseille de l'acheter très rapidement parce qu'il n'y en aura pas beaucoup l'année prochaine. C'est le fameux Stola à la Mirabelle. Qui a été primé aux États-Unis. Aux États-Unis, tout à fait, à New York en 2018, comme produit d'épicerie de l'année. C'est vrai que c'est un produit absolument extraordinaire, on va dire, avec les Mirabelles de nos régions, du Grand Est, là en l'occurrence, mais voilà. Dépêchez-vous d'aller dans les boutiques Fort Wenger parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Steve, on va également parler de l'explosion de Fort Wenger. Avec la construction d'une nouvelle usine dans le Haut-Rhin. Le nombre de boutiques en Alsace, il y en a combien? Alors en Alsace, on en a 8, mais on en a 9 en tout, puisqu'on a ouvert cette année. Alors, on va la garder sous le coude là-dessous. Donc on peut trouver du Fort Wenger partout dans tes boutiques et bien évidemment dans la GD. Une entreprise qui n'arrête pas de grandir. Oui, qui n'arrête pas de grandir. Après, l'objectif, c'est surtout de se faire plaisir, de prendre du plaisir avec les collaborateurs. On va dire, l'objectif, c'est pas forcément de grandir. On fait des nouveautés qui plaisent. Et voilà, tant qu'on a cette sensibilité, je pense, avec nos collaborateurs, c'est ce qui plaît. C'est ce qui nous permet, on va dire, d'être proche de nos clients. Alors, justement, Fort Wenger, avec tes équipes, vous avez marqué un grand coup il y a à peu près 2 mois, là, avec l'ouverture d'une boutique à Paris. Vous n'avez pas choisi la plus petite des rues, côté des Champs-Élysées, en face de la Maison Alsace. Est-ce qu'on peut dire que c'est une schnapsidée, comme on dit en alsacien, ou c'est un projet qui a été mûrement réfléchi, se retrouver juste en face de la Maison d'Alsace? Alors, c'est pas une schnapsidée, on va dire, mais ça n'a pas non plus été mûrement réfléchi. Clairement, je dois beaucoup, on va dire, cette aventure déjà à Bernard Kuens, qui est le directeur de la Maison d'Alsace. Salut Bernard. Salut Bernard, voilà exactement. Et Bernard, en fait, qui m'a appelé tout simplement pour me dire, écoute, j'ai une idée. Si j'étais plus jeune, pour reprendre ses propos, je le ferais moi, mais voilà, il y a une boutique qui va être à vendre juste en face de la Maison de l'Alsace. Il se trouve que 2 jours après, j'étais à Paris, j'y suis allé, et puis voilà, ça allait très très vite ensuite. Mais voilà, je dois déjà, voilà, cette solidarité alsacienne, je pense, quelque part, que Bernard a fait preuve, et dont beaucoup d'Alsaciens font preuve, pour s'entraider entre nous, entre Alsaciens. Alors tu parles de solidarité, j'allais y venir, je me souviens, il y a 1 an et demi, ou presque 2 ans maintenant, démarrait la pandémie. Je me souviens que tout a été arrêté et tu as été l'un des tout premiers chefs d'entreprise alsaciens à donner au personnel médical les masques, les gants, les chasubles, le gel, etc. C'était vraiment le cri du cœur. Donc Fort Wenger, également entreprise totalement solidaire. Oui, entreprise solidaire, je dirais au cœur de la pandémie. En Alsace, certainement un des premiers chefs d'entreprise, en tout cas le premier à l'avoir communiqué, et je dirais même en France, puisqu'on sait que voilà, notre Alsace, on a été les premiers touchés, on va dire, par cette pandémie, donc peut-être en France.
Ça s'est fait naturellement et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était un moment terrible, on va dire, clairement pour nous, et d'exprimer cette solidarité à ce moment-là. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire et voilà, j'en suis content et fier. On l'a exprimé également avec nos salariés qui venaient régulièrement récupérer leurs masques pour leur famille, avec les hôpitaux et ainsi de suite. C'est vrai que voilà, mais comme beaucoup, hein, je pense qu'on n'a pas été les seuls, bien au contraire, et j'espère que de cette pandémie, en tout cas, on en gardera ça. Alors justement, alors là, une fois de plus, ça fait 2 fois que tu me coupes l'herbe sous les pieds. Qu'est-ce que tu gardes de ces difficultés en mars 2020 et ce formidable engouement qu'il y a eu derrière pour à la fois les produits Fortwenger, mais pour l'ensemble des firmes alsaciennes qui ont joué le jeu? Comme je le suis, c'est-à-dire toujours le positif, on va dire. Et le positif, c'est que je crois en la nature humaine, je crois en l'homme, je pense qu'il est capable de faire des grandes choses à partir du moment où il est solidaire. Nous, on a été solidaires, mais il faut savoir qu'après, à Noël, lorsqu'on était nous-mêmes, on va dire, bien pris par cette tempête, on va dire, du coronavirus, les gens nous ont aidés. Moi, j'espère que cette solidarité, on va dire, qui a été affichée à ce moment-là, eh bien, on la garde en nous tous, et quelque part, je trouve qu'on arrive à faire des choses plus grandes tous ensemble. Ah bah oui, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et pour te paraphraser un peu, moi je dis toujours que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Steve, merci de nous avoir accueillis chez toi. Donc je vous rappelle, entre autres, les Gelée au Mirabel, mais pas que ça, il y a 300 produits différents. Nous on continuera à se promener comme ça dans les locaux de Fortwenger, entre le musée, les Manala ou Manala, je ne sais pas encore lequel on va garder, bien évidemment le magasin, mais pour l'instant on va aller à la découverte de Goldtime. C'est un nouveau partenaire du district d'Alsace de football. Goldtime, c'est l'équipement connecté qui permet la mesure de la performance avec une solution simple et accessible au monde amateur. Une technologie portée notamment par les U15 R2 de l'AS Erstein. Goldtime, en fait, c'est une solution de gestion de la performance pour le football, et je précise pour le football amateur, puisque c'est une solution qui financièrement est accessible pour des clubs amateurs, ce qui n'était pas disponible forcément sur le marché. Donc c'est une solution qui est basée sur des capteurs que chaque joueur met positionné au niveau de sa cheville, au-dessus de la malléole, à la verticale, dans un strap. Et donc ce capteur en fait collecte des données liées notamment à la performance physique du joueur, donc sur la distance kilométrique parcourue, le nombre de sprints réalisés, le nombre de courses à haute intensité, le nombre de ballons touchés. Et en fait, donc ça peut être utilisé sur les sessions de match, sur les matchs ou les sessions d'entraînement, comme c'est le cas ici avec les images qui sont au fond. Et à l'issue en fait de cette session, on peut voir le circuit de passe préférentiel. Donc au niveau de la fiche du joueur individuel, on peut voir de qui il a eu les ballons et à qui il a donné des ballons. Et globalement, au niveau de toute l'équipe, on voit le circuit de passe préférentiel de l'équipe. Ce qui est un gros plus, je dirais, du produit, parce que les solutions purement à base de GPS et en complément avec la vidéo permettent de faire ça, mais c'est toujours des solutions GPS avec un complément vidéo. Or là, sans la vidéo et uniquement avec le capteur, on arrive à déterminer le circuit de passe préférentiel. Alors, en fait, c'est une solution qui est intéressante pour un projet éducatif et un projet de jeu, par la mise en place du projet de jeu, la mise en place d'exercices durant les sessions d'entraînement qui sont en phase avec ce projet de jeu et qui permet de déterminer, en fonction d'une séance et d'un exercice déterminé, si effectivement le résultat est attendu. Donc c'est utilisé beaucoup en fait dans la partie éducative. Hein. Donc nous on cible effectivement le football amateur avec cette solution, on va dire de National 2 jusqu'à R3, ça c'est le principal marché. Les seniors, mais surtout, et également je dirais surtout les catégories de jeunes, où il y a un vrai projet éducatif. Ça permet de les sensibiliser à la data. Qu'est-ce que c'est la data? Comment il faut l'interpréter? Quels sont les différents indicateurs qu'on peut utiliser dans un jeu comme le football, etc. Alors en fait, donc la solution est composée d'une part des capteurs, ça c'est pour l'aspect matériel, et les données sont collectées et visibles au travers de 3 applications. L'application au match, qui est utilisée pour les sessions de match
et pour les sessions d'entraînement, c'est celle qui collecte en temps réel les données. Une fois que ces données sont collectées et qu'elles sont validées et transmises et transférées sur un serveur, ces données sont disponibles au travers de 2 applications. Une application coach, donc comme son nom l'indique, qui est pour le coach, et une application player qui est pour le joueur. Donc chaque joueur ici de cette équipe a installé l'application player sur son smartphone et à l'issue des sessions d'entraînement et ou à l'issue des rencontres voit ses stats et que ses stats. Ça, c'est une volonté forte pour pas qu'il y ait des comparaisons sur des choses comme le nombre de ballons touchés qui est forcément lié à son poste au niveau de l'équipe. Pareil sur la distance kilométrique parcourue, etc. Alors d'une part, les données sont collectées en temps réel. Donc sur la tablette, le coach peut voir les données en temps réel durant la rencontre. Et effectivement, dès que les données sont synchronisées, envoyées sur le serveur, elles sont immédiatement disponibles pour les joueurs. Au travers de l'application. En fait, la solution pour équiper une équipe complète, donc de foot à 11, donc un effectif moyen, c'est à peu près 20 joueurs. Et pour pouvoir les utiliser aussi aux sessions d'entraînement, il vaut mieux équiper l'ensemble des joueurs de l'effectif. Donc on part sur un kit à peu près de 20 capteurs et on est sur un coût d'achat initial qui est de 2 000 € TTC. À cela, il faut ajouter en fait un abonnement à la saison sur la plateforme qui permet donc de générer en fait ces statistiques et des rapports de match complets et détaillés qui sont envoyés directement au coach. Il y a deux formules d'abonnement. Il y a une formule équipe, donc c'est juste pour une seule équipe, et il y a une formule club qui permet de gérer jusqu'à 10 équipes avec les mêmes capteurs. Le coût pour une équipe, c'est 349 € la saison, je parle toujours en TTC évidemment, et 999 pour un club complet sur 10 équipes. Personnellement, je pense que chaque coach de nouvelle génération, entre guillemets, a pour objectif d'effectuer sa préparation athlétique sur de l'associer. Donc en fait, associer la partie athlétique à la partie un peu plus tactique où on peut travailler. Donc ça nous permet déjà d'adapter un petit peu nos contenus d'entraînement. Et ça nous permet effectivement de jauger aussi les attendus et les comportements qu'on attend de nos joueurs aux différents postes. Ce qui est aussi bien, c'est que ça nous permet à nous, en tant qu'entraîneur, de dire voilà, ben là, effectivement, les efforts que tu as fournis, ils sont pas bons, c'est pas assez, ou tout ça. Et puis, comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, quand ils voient les chiffres, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas se cacher. Donc, ça nous permet de faire des retours cohérents et surtout dans le but toujours d'optimiser la performance des joueurs. Bah, ça nous donne nos données et on peut savoir si on a fait un potentiel bon entraînement ou pas. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de progresser. Là, ici, on a l'application. Donc, quand on rentre dedans, ça se présente comme ça. Donc là, on a les matchs avec les scores. Là, les entraînements. Le dernier, c'était le 13. Donc là, ici, on a notre page, notre stat. Donc là, on a le nombre de ballons joués, les kilomètres parcourus, les mètres de course intense, les accélérations. Et après, là, on a les pourcentages de marche, de course lente et de course intense. Donc là, par exemple, j'ai plus de course lente que de marche ou de course intense. Ensuite, là, ici, on a le top 3. Donc là, par exemple, le ballon joué, le meilleur, c'est Louis d'Oliveira avec 128 ballons joués. Et kilomètres parcourus, c'est Louis Mesguer avec 7,4. Après, on en a le résumé. Donc, comme je vous l'expliquais avant, kilomètres parcourus en total, le nombre de ballons joués total, le nombre de kilomètres de course intense total, le nombre d'accélérations, le nombre de ballons joués par joueur en général et le nombre de kilomètres par joueur en général. On regarde tous et je pense qu'à la maison, moi, mais peut-être aussi les autres, en général, quand je ne suis pas dans les 3 premiers, pour moi, c'est un échec. Alors nous, on continue notre promenade ici dans le musée du pain d'épices chez Fort Wenger. Je vais parler un petit peu plus doucement parce que Manala ou Manala est en train de se reposer vu le nombre d'enfants qui viennent ici dans ce musée. Mais pour devenir un petit peu plus sérieux, on va donner un coup de projecteur au FC Dzantal. C'est l'un des groupements historiques en Alsace, actif depuis une quinzaine d'années. Le FC Dzantal regroupe actuellement les clubs de Orfelden, Schwindratzheim, Dunsenheim, Altekendorf et Schaffhouse. Un groupement reconnu qui propose un enseignement et une pratique du football de qualité dans le pays de la Zorn. Immersion dans les coulisses du FC Dzantal en compagnie de Lucas Stenger, le responsable du projet club.
FC Zarenthal, c'est le premier groupement de jeunes qui a été créé dans le Bas-Rhin en 2004, qui résulte en fait de la fusion des sections jeunes de l'AS Orfallen, du FC Schwinratsheim, de l'ASL Dunsenheim, du FC Altekendorf et du FC Schaffhouse. L'objectif en fait des membres fondateurs, c'était de permettre à chaque jeune du pays de la Zorn de pouvoir jouer au niveau qu'est le leur, proche de chez eux, et ainsi ne laisser personne en chemin. Le projet club tel qu'il est en place actuellement a été lancé en 2016. Donc c'est durant cette année que des anciens joueurs du FC Zarenthal, âgés pour la plupart de 18, 19, 20 ans, se sont lancés dans la restructuration complète de leur club formateur et donc se sont engagés à la fois au niveau du comité et à la fois en tant qu'éducateurs du club. Le projet club s'appuie sur un volet sportif, un volet associatif, un volet éducatif et sur la qualité de l'encadrement. Le club a progressé sportivement, donc nos équipes de foot à 11 jouent actuellement en district 1. Nous avons également créé un stage foot qui mobilise une cinquantaine de bénévoles pour permettre à une centaine de stagiaires de participer à ce stage que nous organisons pendant les vacances de Pâques et qui dure une semaine. Nous avons aujourd'hui plus de 300 membres qui composent le club, à la fois joueurs, membres du comité et éducateurs. Sur la saison 2021-2022, on vient de s'achever la première partie. Sportivement, tous les objectifs fixés par la cellule sportive sont atteints, sans pour autant que cela soit au détriment du fair play et du savoir-être sur les terrains. Le club a lancé sa candidature à la labellisation FFF, qui nous permettra ainsi de rentrer dans la phase 2 de notre projet club, au sein duquel nous allons continuer de travailler sur la qualité de l'accueil, sur l'amélioration des infrastructures et ainsi permettre au club de devenir un véritable lieu de vie pour nos adhérents. Au niveau sportif, nous souhaitons franchir un cap supplémentaire sans pour autant renier l'idée des membres fondateurs qui est de permettre à chacun de jouer. En parallèle, nous allons continuer de former des éducateurs et, chose un petit peu nouvelle au niveau du club, travailler des thématiques qui vont au-delà du football, sur l'engagement citoyen, le fair play, la santé, l'environnement et l'arbitrage. Le club bénéficie d'un soutien sans faille de ses partenaires publics, les mairies, la communauté de communes, des partenaires privés, les sponsors, des clubs seniors qui soutiennent le projet et également des parents dont le soutien se traduit par une présence en masse le samedi autour des terrains et à nos manifestations. Preuve qu'il fait bon vivre au sein du FC Zarenthal. Allez, on vient de sortir du musée du pain d'épices et on se retrouve devant l'atelier de production où des petites mains travaillent pour vous proposer d'excellents pains d'épices et d'excellents brédelets ici chez Fort Wenger à Guervillers. Nous, on va faire un point avec une petite semaine d'avance. Le rideau était tombé sur la première partie de cette saison, tout début décembre. L'occasion de faire le point à mi-parcours sur les 6 groupes de l'élite du district à travers la désormais incontournable Gazette de la D1. C'est parti. Nouvelle rubrique mensuelle de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de la D1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite du district. Un tour d'horizon, des résultats, classements et de l'agenda, agrémenté des plus beaux buts, tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti pour la dernière gazette de l'année 2021. Qu'on se le dise tout de suite, il y a eu très peu de rencontres courant décembre. La faute à des intempéries, des terrains impraticables et un contexte sanitaire dégradé ces dernières semaines. Conséquence, la 11e journée de la D1 a, comme l'ensemble des compétitions de district du 11 et 12 décembre, intégralement été reportée. Dans le groupe A, la 10e journée a vu le FC Wingnersheim poursuivre sa folle série, grâce à une 8e victoire consécutive, glanée face à l'AS Lubstein sur le score de 5-0. Après 10 journées, les hommes de Saber Benazouz passeront les fêtes en tête, toujours suivis de près par une réserve du Soleil Bischheim, encore invaincu cette saison, et une étoile sportive de Fetisheim qui n'a pas joué courant décembre. Ces 2 poursuivants auront d'ailleurs rendez-vous dès le 6 mars pour le choc de la première journée de la phase retour. Statu quo dans le groupe B,
où une seule rencontre s'est jouée courant décembre. En déplacement sur la pelouse de Sesenheim-Stadtmatten le 5 décembre dernier, le FC Geudersheim est allé décrocher sa deuxième victoire de la saison sur le score de 2-1. Un joli succès pour finir l'année qui permet au FCG de sortir de la zone rouge, avec néanmoins 3 rencontres jouées de plus que la réserve d'Oberlotterbach et l'Intermélo, les 2 formations actuellement relégables dans ce groupe B de D1. Dans le groupe C, seule poule où l'intégralité de la 10e journée a pu se disputer, les positions restent également figées au classement. La bonne opération de la 10e journée est à mettre à l'actif de la réserve de la Feig, qui, grâce à son carton face à la 3 de l'Esme, a subtilisé la 3e place du groupe au CS Neuhof, battu dans le même temps par la JS Königshofen. Dans ce groupe dominé par le FC Echo, c'est désormais la réserve des réserves de Molsheim-Erdolsheim qui ferme la marche, après la victoire d'Oberhausbergen sur l'Elzo portugais, conjuguée à sa défaite face à la formation ilkirchoise. Dans le centre Alsace, on avait refermé le mois de novembre avec un trio de tête emmené par Ingersheim. À l'heure de la trêve, on retrouve le FCI en compagnie de l'US Charviller et du FC Niederergheim aux 3 premières places du groupe et dans le même ordre, puisqu'aucune de ces formations n'a joué courant décembre. La bonne opération de cette fin d'année est à mettre à l'actif de l'US Colmar, qui, au bénéfice de son succès contre l'UJS FM Fig, 5-3, est passé juste au-dessus de la ligne de flottaison, y plongeant par la même occasion son adversaire d'un jour. Même si la 12e journée n'est programmée que le 6 mars prochain, et que quelques matchs en retard devraient être reprogrammés courant février, il convient de noter que cette première journée du cycle retour offrira de belles affiches entre les 4 premiers du groupe. Ingersheim recevant Niederergheim, pendant que Kinsheim se déplacera à Scherwiller. Dans le groupe E, seules 2 formations sont montées sur une pelouse courant décembre. Dans un match ouvert, Sosheim a remporté son 4e succès de la saison face à une équipe de Sentheim toujours engluée dans la zone rouge. Une victoire qui a permis au FC Sosheim de se replacer dans le ventre mou du classement, en attendant les matchs en retard de ses adversaires, déjà en partie reprogrammés fin février. Enfin, dans le groupe F, le rideau est tombé sur la première moitié de saison fin novembre, puisqu'aucune rencontre ne s'est jouée en décembre. Exception faite d'un match qui n'a pas pu aller dans son terme entre Lutterbach et Merzhen. Conséquence, le classement dominé par Montresport n'a pas bougé depuis fin novembre et là aussi, comme dans le groupe E, de nombreux matchs ont déjà été repositionnés fin février. Pour conclure cette dernière gazette de l'année 2021 en beauté, les équipes du district d'Alsace vous proposent de revisionner quelques-uns des plus beaux buts de cette première moitié de saison, filmés dans le cadre de l'opération Match of the Week. En attendant de vous retrouver courant février, la Gazette de la D1 vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce magazine de décembre spécial Noël. On vient de sortir du magasin Fort Wenger. Je voudrais très sincèrement remercier Steve Rich et toutes les équipes de Fort Wenger qui nous ont accueillis. Bien évidemment, remercier les équipes vidéo du district, Rania, Steve et Léonard. Et puis en cette veille de Noël, toutes les équipes du district d'Alsace de football se joignent à moi pour vous souhaiter à la fois un très joyeux Noël et de très très belles fêtes de fin d'année. Nous, on se donne rendez-vous dès le mois de janvier pour la poursuite d'Alsace Foot Mag. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Salut!